Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'École du Futur. Voici les titres du jour. Alors que la plateforme YouTube explose en 2013, il décide d'ouvrir sa propre chaîne de vulgarisation philosophique à destination des lycéens qui sont à ce moment-là en train de réviser le bac. Il s'appelle Cyrus North et il est notre portrait du jour. Et puis elle est là en plateau, évidemment, régulièrement. Elle a une idée derrière la tech. C'est Milly Adaé. Bonjour Milly. Bonjour. Ça va, vous êtes en pleine forme? Ça va. Bon, quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va identifier et accompagner les réactions au stress de nos enfants. On voit ça dans un instant. Et puis voilà notre sujet du jour. Et si le vivre ensemble n'était pas un fardeau, mais plutôt un horizon? C'est en tout cas le point de vue d'une femme qui milite depuis des années déjà pour l'introduction des cours d'empathie à l'école notamment. Elle s'appelle Malin Ridal et on a la grande chance qu'elle soit avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Malin. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Mais je vous en prie, vous êtes consultante, conférencière, enseignante à Sciences Po Paris, écrivaine aussi, autrice de best-sellers internationaux et notamment de ce livre, L'empathie, ça s'apprend, demandez le programme. On en parle dans un instant, juste après le focus. Et si l'allégorie de la caverne de Platon, la lithothérapie ou encore l'histoire de Siddhartha Gautama devenaient des sujets simples et faciles à comprendre? C'est l'objectif justement de la chaîne YouTube de Cyrus North, un vidéaste qui cumule aujourd'hui plus de 600 000 abonnés. Son portrait nous est présenté aujourd'hui par Jean Martineau. Est-ce que vous vous demandez parfois pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et pourquoi elles ne sont pas autrement? Je m'appelle Cyrus North et j'ai essayé de répondre à cette question depuis plus de 5 ans sur cette chaîne YouTube. J'aime comprendre le monde et l'humanité autant que j'aime changer de visage. Sur cette chaîne, je vous apprendrai et vous ferai découvrir plein de concepts, dont certains qui peuvent même impacter votre vie de tous les jours sans que vous vous en rendiez compte. De la philosophie, de la politique, des discussions, de la psychologie, des sketchs, des expériences, des voyages. Il n'y a pas de règles quand on est curieux. Alors il n'y a pas de règles sur cette chaîne. Cyrus North, c'est l'histoire d'un jeune passionné de philosophie plongé dans des études de commerce. Difficile pour lui à travers son métier de montrer le bon côté de la philosophie, aimant partager son savoir et ses moyens mémotechniques, c'est lors d'un stage chez Ubisoft en 2013 qu'il passe le cap de se lancer sur la plateforme YouTube. L'objectif est clair, Cyrus North veut expliquer des choses compliquées de façon simple. Depuis quelques temps, je vous raconte la vie de philosophes. Et franchement, vous me régalez, donc je me dis que ça vous intéresse. Par exemple, il y a Nietzsche qui a fait 600 000 vues, ou Schopenhauer qui a fait 400 000. Mais je pense que ce serait dommage de se limiter aux philosophes purs. Et pour amorcer cette transition, quoi de mieux qu'un personnage qui a marqué la surface du globe avec une philosophie tellement forte que pour certains et certaines, c'est devenu une religion. Ces figurines sont dans tous les salons de massage. Je parle évidemment du grand B2ODA, Bouddha. Voilà la formule magique North qui fait rapidement accrocher le public. Peu de temps après son lancement, sa chaîne YouTube devient virale. En effet, sa manière d'expliquer parle à son public. Chaque année, des milliers d'étudiants se tournent vers ses vidéos pour réviser. Voyant une belle opportunité de mieux transférer son savoir, Cyrus North lance la chaîne L'Anti-Sèche, qui une nouvelle fois est un succès. Plusieurs de ses vidéos dépassent le million de vues. Rocky, ça vous dit un truc ou pas? Voilà, le mec qui fait de la boxe, qui est joué par Sylvester Stallone. Alors pour info, il y en a eu 7 en tout. Nous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le numéro 4. Regardez. Vous avez vu comme le combattant de l'URSS s'est présenté? Comme une machine dénuée de sentiments. Et c'est super important, parce que le film, il est sorti en 1986, et c'est en pleine guerre froide. Et il souligne bien que le plus important dans la guerre froide, c'est pas forcément les affrontements militaires, mais c'est surtout l'opposition entre deux idéologies bien différentes. Comment ça, vous savez pas ce que c'est la guerre froide? Bon allez, c'est parti pour une nouvelle anti-sèche. Au fil du temps, Cyrus North a collaboré avec différentes chaînes YouTube, comme notamment le Musée du Louvre, 20 minutes, France TV ou encore Google. Alors, vous l'aurez compris, si vous avez besoin de comprendre et d'apprendre, le rendez-vous est fixé et il se nomme Cyrus North. Je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao. Allez, toute autre chose à présent. Vous le savez, dans 1000 écoles en France aujourd'hui, il y a depuis la rentrée de janvier de nouveaux cours, des cours d'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire notamment. Le gouvernement lance cette expérimentation en primaire d'abord, avant d'éventuellement la généraliser à la rentrée de septembre. On en parle de ce sujet avec une experte dans un instant dans la première partie du talk. Et
donc à nos côtés aujourd'hui pour en parler, Malin Ridal. Vous êtes l'autrice de ce livre absolument passionnant, L'empathie, ça s'apprend. Demandez le programme, évidemment. On va en parler dans un instant. D'abord, je voudrais revenir, Malin, sur votre parcours. Parce que si vous êtes née au Danemark, c'est en France que vous avez posé vos valises à l'âge de 18 ans. Vous avez multiplié les expériences dans les directions marketing et communication de plusieurs grands groupes. Mais c'est en 2014 que votre vie va un peu basculer, année où vous écrivez un best-seller, Heureux comme un Danois, que je vous recommande vivement. Aujourd'hui, vous vous consacrez pleinement à un sujet qui vous anime, qui vous passionne, qui est le bonheur. Pourquoi ? Parce que pour nous, Français, c'est assez exceptionnel. Pourquoi, à 18 ans, avoir décidé de quitter le Danemark pour poser vos valises ici en France ? Alors moi, j'ai eu un grand coup de cœur quand j'avais 12 ans à peine, où j'ai dit à mes parents, j'irai vivre en France, à Paris. Après, tout ne s'explique pas. Je pense que c'était l'intuition. J'étais un enfant assez intuitif, donc j'avais plein de rêves. Et je pense que le fil rouge de ma vie, c'est que je suis allée les chercher, ces rêves. Je rêvais de l'hôtellerie, donc j'ai travaillé effectivement dans l'hôtellerie pendant longtemps. Et j'avais le rêve aussi de vivre en France. Alors, je n'avais pas le rêve d'écrire, drôlement, mais j'ai fini par le faire. Après. Par l'envie, je pense que je me suis toujours posé cette question de comment on vit bien et comment on vit bien ensemble, comment on fait fonctionner une communauté, pas seulement parce que c'est une grande question, comment moi j'arrive à être heureux tout seul, et même si on arrive à répondre à cette question, admettons, c'est la quête d'une vie sûrement, et ça évolue aussi selon l'âge, mais même si on arrive tout seul à répondre, ça ne s'arrête pas là parce qu'on est avec tous les autres. Et souvent, il y a une partie, on va dire, on a choisi certaines personnes, mais il y a une grande partie de gens avec qui on vit, qu'on n'a pas choisi, il faut faire fonctionner quand même. Et c'est notamment ce qu'on a appris au Danemark, où il y a un fort esprit de communauté, que je pense que j'ai amené avec moi, avec cette volonté de voir comment on fonctionne bien ensemble. Cet esprit de communauté, justement, vous en parlez dans votre livre, Heureux comme un Danois, publié chez Grasset. Vous dites notamment dans ce livre, être né par hasard dans le pays le plus heureux du monde, c'est là où je suis né, et c'est un hasard complet. Quels sont justement ces valeurs? Vous parlez de l'esprit de communauté d'abord, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont, avec lesquels vous avez grandi et qu'on n'a pas forcément en France? Alors, il y a 3 piliers. Il y a le taux de confiance au Danemark, qui est le plus élevé au monde. Il est à 78%. Donc, vraiment, 8 Danois sur 10, ils font confiance à l'autre, l'inconnu dans la rue. Donc, notamment, symboliquement, il y a des poussettes dans la rue avec des bébés qui dorment dedans pendant que les parents, ils sont à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on ne verrait jamais en France. C'est étonnant. Dans la relation, ça simplifie les relations. C'est plus, entre guillemets, bienveillant, parce qu'il y a cette confiance au cœur de la société. La confiance aux institutions et au gouvernement est encore plus élevé et au-delà de 80%. Donc ça, c'est un pilier. Et puis, deuxième pilier, c'est vraiment à l'origine de l'école ou l'éducation nationale au Danemark, où le but principal, c'est de développer la personnalité de l'enfant, donner confiance en soi, avoir confiance aux autres, développer ce qu'on appelle la culture des sécurités psychologiques, où l'enfant se sent légitime de poser une question, émettre une idée, une réponse, et se tromper. Et donc l'erreur est enseignée comme un moyen de grandir, d'apprendre et d'avancer. Et donc ça, c'est très important. Et après, effectivement, il y a les fameux cours d'empathie qui ont été installés à l'école danoise de manière obligatoire. On appelait ça l'heure de la classe en 1975. Donc on a quasiment 50 ans de perspective par rapport à ce que ça fait. Aujourd'hui, le Danemark est, comme vous le savez, donc un des pays les plus heureux au monde. Oui. Et aussi avec un taux de bien-être à l'école qui est très élevé à 92%. Et 95% des élèves qui disent se sentir libres d'être eux-mêmes, se sentir acceptés comme ils sont. Donc c'est quand même un joli résultat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'harcèlement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mal-être à l'école, mais ça veut dire qu'on a des jolis résultats. Alors vous parlez notamment des cours d'empathie, vous en parlez aussi dans votre livre, L'empathie, ça s'apprend, demandez le programme. Je voulais vous demander votre définition de l'empathie. Est-ce que d'ailleurs... Parce que c'est pas évident d'en donner une définition. C'est pas évident, et je pense que la définition la plus courante, c'est se mettre à la place de l'autre. Ce que je conteste un tout petit peu dans le livre, parce que quand on se met à la place de l'autre, on fait de soi-même le point central. Oui. Et c'est pas le but. Si moi je me mets danoise, courageuse, l'autonomie, liberté, à la place d'une jeune femme qui me dit j'ai une boule au ventre, j'aime pas mon travail, je pleure le soir, je me mets à sa place, je vais lui dire quittez. Alors que si j'ai pas vu cette jeune femme et compris que peut-être ses valeurs sont autour du devoir, de la sécurité, de la responsabilité, en fait mon conseil est à côté de la plaque. C'est pas le bon conseil parce que je me suis mis à sa place. Donc en fait je parle plutôt d'une définition qui est de voir, comprendre,
constater, accepter ou apprécier. C'est-à-dire, c'est pas moi qui est le point central, c'est pas moi qui est important, parce que de toute façon, je vais avoir une lecture qui peut être erronée, parce que c'est moi et mon histoire. Donc, c'est vraiment cette capacité de voir, comprendre et idéalement pouvoir accepter l'autre malgré nos différences. Et l'empathie, pour moi, c'est ne pas ce côté bisounours qu'on peut entendre, c'est vraiment un outil de réduction de tension, de réduction de conflit et de donner le sentiment à l'autre que l'autre est légitime et accepté malgré nos différences. Ça veut dire que l'empathie, ça s'apprend. Vous nous dites qu'il y a des cours depuis des années au Danemark, maintenant en France, et vous allez nous en parler dans un instant, mais donc ça s'enseigne et ça s'apprend. Ça s'enseigne et ça s'apprend. Alors, on peut dire que l'empathie émotionnelle, qui est celle de comprendre l'émotion de l'autre, c'est peut-être plutôt inné pour certains qui ont ce côté chaleureux à pouvoir plutôt sentir les émotions des autres. Cela étant dit, on peut apprendre à voir, comprendre une émotion. Ça devient un peu plus technique, mais on peut arriver à un résultat qui réduit les tensions et qui apporte cet esprit de communauté dans un groupe, dans un pays, à l'école. L'empathie cognitive, c'est peut-être celui sur lequel j'insiste le plus, c'est la capacité de voir comprendre les idées et les points de vue des autres. Et c'est extrêmement important, notamment à l'entreprise. Dans l'entreprise où moi je travaille beaucoup avec des équipes, avec des dirigeants, autour de la table, dans une comité exécutive ou une comité de direction. Vous les conseillez? Je les conseille, mais aussi parce que le fait de, à nouveau, cultiver cet esprit de sécurité psychologique, l'empathie en est un ingrédient, comme la confiance, comme la connaissance de soi, ça augmente la performance dans les entreprises, ça augmente l'innovation dans l'entreprise et ça augmente l'engagement des collaborateurs. Donc c'est extrêmement important. Comment est-ce que ça se mesure justement le succès de ces cours d'empathie? Parce que tant à la fois du point de vue des élèves que des enseignants, est-ce que les taux de harcèlement sont en baisse? Est-ce que les élèves sont plus heureux de venir en cours? Le Danemark est un des pays en Europe avec le plus bas niveau de harcèlement à l'école. Donc ça c'est très important et c'est notamment pour ça que à l'époque le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a choisi le Danemark comme étant le pays où il allait regarder comment ça se passait ces cours d'empathie. J'ai eu la chance de l'accompagner sur ce voyage pour voir justement des cours d'empathie au Danemark. Donc parce qu'on a ce niveau d'harcèlement qui est très bas et cette expression à l'école de dire je me sens bien à l'école à 92%, comme je disais tout à l'heure, je me sens acceptée comme je suis. Donc c'est des jolis résultats pour commencer à l'école et après, notamment, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ces cours aussi de se sentir légitime, notamment symboliquement, par exemple, un chiffre qui est important, c'est le taux de participation au vote au Danemark. Les dernières élections, on était à 84%, ce qui est extrêmement élevé. Incroyable. Parce que quand on se sent légitime à l'école, et quand on se sort, quelqu'un qui est légitime est responsable. Et donc, du coup, ça participe aussi carrément à la démocratie. Dans la société. Eh ben, je vous propose d'en parler dans un instant et notamment de reparler des cours d'empathie, non pas au Danemark, mais maintenant en France, puisque vous êtes aussi évidemment à l'origine de ce sujet-là dans les écoles françaises. On en parle juste après faire un tour du côté de la planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Pocket drums. You can play drums and enjoy music anywhere you like.
De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Malin Ridal. Mais juste avant de parler évidemment des cours d'empathie à l'école, Malin, si vous voulez bien, on va faire un tour du côté de la chronique de Milly Adaé qui a une idée derrière la tech. Milly, au sujet de votre chronique du jour aujourd'hui, identifier et accompagner les réactions au stress des enfants. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Le stress, c'est une réalité incontournable de nos vies qui se manifeste dès le plus jeune âge, sans que parfois on ne parvienne à l'identifier. Chaque enfant étant différent, on peut observer différents types de réponses au stress qui sont souvent la lutte, la fuite, le gel et l'apaisement. Alors Milly, en quoi c'est important de pouvoir détecter une réaction au stress d'un enfant, justement ? Être en mesure de détecter ces comportements, c'est important tout d'abord dans un cadre de prévention. Si vous analysez un certain comportement qui se répète dans une situation bien précise ou toujours à proximité de certains individus, ça permet de vous alerter sur le fait qu'il y ait potentiellement une situation anormale ou du moins une situation dans laquelle votre enfant n'est pas à l'aise. On peut donc ensuite entamer un dialogue pour comprendre le problème. Et ça permet aussi aux parents et aux encadrants de mieux connaître les enfants, donc de mieux les accompagner, que ce soit à l'école ou dans les défis de la vie, sachant que n'oublions pas que le stress a des effets négatifs sur le corps et sur le cerveau. Ça c'est sûr, vous avez raison Milly. Alors on va commencer avec vous par la réaction de lutte. La première, d'abord en quoi consiste-t-elle et comment notre corps y réagit-il ? La réaction de lutte, c'est un comportement très instinctif. Lorsque nous sommes confrontés à une menace, notre corps mobilise des ressources pour y faire face. À l'extérieur, ça se mobilise par un comportement agressif ou une prise de parole agressive. Il est important qu'en tant qu'encadrant ou en tant que parent, d'identifier que l'une des causes derrière ce comportement, ça peut être simplement une situation de stress ou de peur. Et à l'intérieur de l'organisme de l'enfant, il se passe beaucoup de choses. Le système nerveux sympathique s'active en libérant des hormones du stress, comme l'adrénaline, ce qui fait que la fréquence cardiaque augmente, ainsi que la circulation sanguine vers les muscles et donc un retour au calme parfois compliqué. Donc pour accompagner ce type de réaction, le mieux c'est vraiment de faire un travail avec l'enfant sur l'identification de ses émotions, leur intensité et apprendre à réaliser des exercices de respiration. Malin qui dit oui, tout à fait d'accord, on va en parler dans un instant. On passe d'abord à la réaction de fuite. Comment elle se manifeste-t-elle ? La réaction de fuite chez l'enfant, c'est détourner le regard, boucher les oreilles ou bien de fuir complètement en quittant le lieu. L'objectif de l'enfant en faisant cela, c'est de fuir l'émotion qu'il ne souhaite pas ressentir. Face à une menace, le corps prépare une retraite rapide, donc ça peut être une très bonne chose dans des situations de danger grave, mais dans des situations de quotidien comme participer à un examen ou un contrôle, ça peut être malvenu. À l'intérieur du corps de l'enfant, le système nerveux sympathique, encore en action, mais cette fois pour maximiser la vitesse et l'agilité plutôt que la force. Donc pour accompagner ce type de comportement, il faut aider l'enfant à identifier qu'une pause peut lui être nécessaire, ou un verre d'eau, pour l'aider à verbaliser ce qu'il ressent. Milly, troisième réaction, la réaction de gel. Comment notre organisme réagit-il à cette réaction et est confronté aussi à cette option ? La réaction de gel, c'est une réaction de paralysie. Soudainement, l'enfant ne vous répond plus ou ne bouge plus, alors que parfois même vous lui parlez. Ça peut également être des réponses courtes ou brèves comme « je ne sais pas ». À l'intérieur du corps de l'enfant, cela implique une réduction de l'activité musculaire et une diminution du métabolisme pour minimiser la détection. Il aimerait devenir invisible. Sauf que ça peut avoir l'effet contraire sur un parent ou un encadrant que ça peut agacer. Pour accompagner un enfant à surmonter cette réaction de gel, il faut créer un environnement sain, rassurant et leur offrir un comportement de soutien selon la tranche d'âge, que ce soit avec un câlin ou une tape dans le dos pour leur montrer qu'on est là avec eux. Et pour finir, la réaction d'apaisement, en quoi cette réaction diffère des autres que vous venez de vous présenter et puis comment peut-elle contribuer aussi à cette gestion du stress des enfants ? Dans ce type de réaction, l'enfant cherche à réprimer son émotion au maximum pour ne pas la ressentir et faire plaisir à l'autre. Ça se traduit souvent par un sourire alors qu'on est parfois en train de le réprimander ou des excuses très rapides avant même que l'enfant ait compris le problème. Pour accompagner ce type de comportement, il est important de l'aider à s'aligner à ses
ses émotions et à les accepter. Ça peut être en lui demandant ce qu'il pense réellement de la situation afin de l'aider à avoir confiance en lui, confiance en ce qu'il ressent et à les exprimer en toute confiance. Alors Milly, je pense aux parents qui nous regardent notamment. Comment est-ce qu'on peut arriver à créer un cadre rassurant à la maison ou à l'école d'ailleurs pour minimiser les déclencheurs de stress? À la maison, cela peut se traduire par des espaces calmes pour se retirer quand on a besoin de lire un livre ou de faire une pause, des routines prévisibles et des moments dédiés à la communication ouverte. À l'école, des salles de classe accueillantes, c'est très important, un climat positif entre les élèves et des approches pédagogiques adaptées aux différents styles d'apprentissage sont essentiels. Donc le plus important à retenir, c'est de réussir à prendre du recul sur les réactions de nos enfants et de nos jeunes qui ne maîtrisent pas encore parfois leurs expressions et de créer un sentiment de confiance entre l'adulte et l'enfant. En comprenant les réactions au stress de nos enfants et en les aidant à y faire face, nous pouvons tous contribuer à les aider à devenir de futurs adultes bien dans leur basket. Merci Milly. Ce sujet de confiance, de stress, est-ce que ça vous parle aussi, ça, c'est sûr, ouais. Oui. Et en plus, ces conseils font partie aussi du programme qu'à l'école, ce qu'on enseigne est l'identification des émotions, vraiment pouvoir les exprimer, pouvoir les réguler. Est-ce qu'on a le contrôle, pas le contrôle? Quelles sont les options si on a le contrôle? Oui. Et si on n'a pas le contrôle, effectivement, comment on fait pour réguler cette émotion, pour le gérer? Et comment on fait après pour le communiquer aux parents ou aux amis à l'école ou même plus tard. C'est vrai que la communication, il y a la régulation des émotions, savoir et puis en parler. Bon, eh ben on en parle tout de suite dans la deuxième partie du talk. On continue d'en parler avec Malin Ridal, consultante, conférencière, enseignante à Sciences Po Paris, écrivaine et puis évidemment autrice de ce livre « L'empathie, ça s'apprend, demandez le programme » aux éditions des Presses de la Cité. On parlait justement à l'instant des cours d'empathie. Je crois que vous êtes venue avec un petit dossier avec nous en plateau aujourd'hui, Malin. C'est un dossier que vous avez remis au ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, maintenant devenu Premier ministre. Oui, alors en réalité, j'ai voulu le remettre à plusieurs ministres avant. D'accord. Et ils n'ont jamais pris. Ça fait des années que j'essaye de me faire entendre sur ce projet. Non, j'ai pas vraiment eu, on va dire, une vraie écoute jusqu'à effectivement que Gabriel Attal soit nommé et qu'on a pu en discuter ensemble. Il avait, lui, de son côté aussi ce projet et donc j'ai pu apporter mon point de vue, mon expérience. J'avais 2 expérimentations en cours à Paris, dans des collèges, donc des cours d'empathie, donc 1 heure par semaine en 6e, donc avec un programme, beaucoup de compétences psychosociales, comme on dit en France, sur l'identification de l'émotion, de la gestion de l'émotion. La communication d'une émotion, justement, et après aussi la compréhension de l'autre. Il y a un programme que j'ai écrit aussi avec une 3e partie qui est vraiment sur la compréhension du bien-être. Aujourd'hui, les jeunes sont aussi face aux médias sociaux, la vie rêvée des autres. Comment, quels sont les ingrédients entre guillemets, du bonheur, du bien-être? Mon 2e livre qui s'appelle « Le bonheur sans illusion » parle des ingrédients fantasmés, beauté, argent, pouvoir, célébrité et sexe, comme étant des ingrédients qui ne sont pas tout à fait des apporteurs de bonheur, en tout cas pas à long terme, mais plutôt du plaisir. Et donc, le fait de les chasser pendant longtemps peut nous égarer. Donc, ça, c'est important aussi dans ces cours d'empathie, d'avoir 1 ou 2 heures qui expliquent. Aujourd'hui, les retours du terrain sont positifs? Alors, on a dans les cours, les cours dans les 1200 écoles, on a très peu de recul parce que c'est depuis janvier. Donc, voilà. Sur les cours au collège, dans les 2 collèges, donc Jacques Prévert et Maurice Autrio, donc les 2 à Paris, donc Autrio dans une zone REP+, donc c'est très intéressant. Là, on a depuis septembre, donc on commence à voir un peu de recul. Des autres professeurs qui disent, on sent qu'ils sont plus calmes, ils vont collaborer mieux en classe, ils se comprennent mieux, ils se parlent mieux, donc c'est très touchant de voir les premiers résultats. Maintenant, c'est suivi par des académiques, par des chercheurs, bien sûr, avec des questionnaires et tout ce qu'il faut pour pouvoir documenter à la fin de l'année quels sont réellement les résultats. Mais on a déjà du ressenti, mais ça ne suffit pas pour en faire un grand projet, évidemment. Alors, les cours d'empathie, Malin, ont aussi leurs opposants. L'annonce de cet enseignement pour lutter contre le harcèlement énerve, ce sont ces mots. Edwige Chiroutier, elle est chercheuse. Selon elle, pour éduquer à l'empathie, il faudrait que toute l'école soit empathique. Je la cite, en étant elle-même vraiment fraternelle, démocratique et égalitaire, et pas en desservant des leçons plus ou moins gnangnang. Ce sont ces mots, 1 demi-heure par semaine. L'école ne sera empathique que si elle est juste dans un monde juste. Est-ce que vous partagez son avis ?
En fait, moi, je préfère voir ça un peu différemment parce que on peut toujours critiquer. Il y a notamment ce point-là de dire il faut d'abord enseigner l'empathie aux enseignants, mais il faut commencer quelque part. Et donc là, c'est déjà un point de départ. Et ça sera pas parfait peut-être pendant des années, mais c'est un point de départ. Et moi, je dirais que si ça fait du bien à quelques enfants, à quelques écoles, c'est déjà bien. Donc, il faut essayer, il faut commencer parce que l'idéalisme, c'est bien et ça donne des repères, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aller faire le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, ajuster, voir. Bien sûr, c'est un énorme projet. Quand on le fait, au Danemark, ça fait 50 ans. Le Danemark, c'est une société qui est très différente parce que c'est une société très collective dans l'esprit depuis longtemps. On n'a pas d'élitisme à l'école, donc il y a vraiment beaucoup de points qui sont différents. Je pense que de manière générale, cette sécurité psychologique dont je parlais à l'école, de se sentir légitime, de poser une question, émettre une idée, et se tromper, donc avouer une erreur, c'est quelque chose c'est une culture à l'école, c'est pas que dans des cours dites d'empathie qu'on va l'enseigner. Et ça prend des années, effectivement, donc il faut bien commencer quelque part. Vous disiez dans l'une de vos interviews, moi je viens d'un pays où il y a 78% de confiance, vous nous en parlez, entre les citoyens. En France, nous en sommes à 22% seulement. Toutefois, dans ma vie à Paris, j'ai un environnement de confiance à plus de 75% parce que j'ai décidé de me comporter ainsi, comme quelqu'un à qui on peut faire confiance et qui donne sa confiance aux autres. Fin de citation. La confiance, la bienveillance, le respect de l'autre, une société saine et forte aussi, unie, quelque part ça dépend que de nous. Je pense qu'il faut commencer par dire comment je peux cultiver moi, autour de moi déjà, à quelques personnes, cet esprit, cette confiance. Parce que ça commence par... Ce lien de confiance est primordial pour tout le reste, évidemment. Quand on se fait confiance, on ose peut-être se dévoiler, se faire comprendre. On a peut-être plus envie aussi d'aller voir la différence, de voir si ça peut nous enrichir, que quelqu'un a un autre point de vue. Je parle aussi dans mon livre beaucoup de la nuance, parce que je pense que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin dans la société. On voit les radicalités qui se tendent, qui augmentent. 2/3 de Français votent un peu à l'extrémité, quand même, droite ou gauche, mais dans l'idée que quelqu'un nous empêche d'être heureux, quelle que soit cette raison ou cette idée derrière. Et je pense que la nuance, d'avoir une petite ouverture, tout en restant dans nos convictions, sûrement, on peut avoir des points de vue forts, mais avec cette écoute, cette nuance, en disant que parce que sinon, tout débat radicalise ceux qui sont déjà d'accord. Donc, ça ne nous aide pas à vivre ensemble. Non, on a besoin de cette écoute, donc de l'empathie, je pense, pour faire société. Maline, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite ? Alors, moi, mon premier rêve d'enfant, c'est que je voulais être ambassadeur du Danemark. À 9 ans. À 9 ans, déjà. Parce que diplomatie, écoute de l'autre, bienveillance, empathie, c'est des valeurs qui conviennent aussi parfaitement au poste. Sûrement. Alors, je ne sais pas quel était mon niveau de conscience à 9 ans. Après, je voulais travailler dans l'hôtellerie et après, je voulais vivre en France. Donc, c'était mes 3 premiers rêves d'enfance. Et aujourd'hui, c'est extrêmement gratifiant ce que je fais aujourd'hui, le fait de pouvoir accompagner. Je pense que l'entreprise, après l'école, c'est la deuxième école de la vie parce que c'est là où on arrive à donner des formations. Si on a des bons dirigeants, ils peuvent vraiment influencer la vie de beaucoup de personnes. Au quotidien, on passe beaucoup de temps au travail. Donc, si on arrive à faire fonctionner avec cette fameuse culture de sécurité psychologique où les gens ils n'ont pas de boule au ventre, ils osent poser une question, émettre une idée, avouer une erreur sans avoir peur d'être moqués des autres ou jugés sévèrement. Pour moi, c'est un objectif qui est très joli et dans lequel je m'engage. Créer une école, ça vous a jamais trotté dans la tête ? Créer une école, non. Aller dans les écoles, aller dans les collèges, mes meilleurs moments, j'avoue qu'en ce moment, c'est quand je vais dans les collèges. J'ai eu le privilège de pouvoir accompagner donc la professeure à chaque Prévert qui avait mis en place des ateliers et donc vraiment suivre les élèves, rentrer dans l'école, ça a été, au collège, ça a été des très jolis moments pour moi, voir les élèves, comment ils évoluent, comment ils arrivent à identifier leurs émotions,
C'est un beau projet. Et puis l'école, vous l'accompagnez, vous dites très justement dans votre livre, toucher à l'école, c'est toucher à la société toute entière. Et je crois que vous avez entièrement raison. Merci 1000 fois, Malin Ridal, d'être venue sur le plateau de l'École du Futur. Je rappelle que vous êtes conférencière, entrepreneur, consultante, enseignante à Sciences Po Paris aussi, autrice de best-sellers et notamment de ce livre, L'empathie, ça s'apprend. Demandez le programme aux éditions Les Presses de la Cité. Merci 1000 fois d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi, Milly, pour cette chronique qui tombait à pic aujourd'hui dans l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV. Bonne journée.